Beyrouth a toujours été une grande mosaïque. On compte au Liban pas moins de 17 communautés religieuses. Chiites, sunnites, catholiques, orthodoxes, maronites, druzes. La guerre civile qui a déchiré le pays pendant 20 ans a bouleversé la topographie des quartiers de la ville. Aujourd'hui, Beyrouth est en pleine mutation. Et la première chose qu'on voit en arrivant, ce sont les chantiers où poussent des immeubles de 20, 30 ou 40 étages. Le Beyrouth des quartiers est en train de changer. Et c'est à travers cette mosaïque en mouvement que j'ai décidé de passer ma première journée ici. C'est dans le quartier sunnite de Basta que se trouve le souk des antiquaires. J'irai chiner avec 2 amis à la recherche des trésors cachés de ce grand marché aux puces en pleine ville. Le camp palestinien de Shatila est un quartier à part dans lequel les touristes ne s'aventurent que rarement. J'y suis allée pour rencontrer des enfants de réfugiés. Le quartier Saint-Michel est un lieu emblématique des transformations de Beyrouth. Jadis populaire, il est en passe de devenir le rendez-vous des bobos libanais. Ma première visite de la journée a été pour le quartier de Bourj Hamoud, un faubourg puisqu'il se situe aux abords de la ville. C'est là que vivent plus de 100 000 Arméniens descendants des réfugiés du génocide de 1915. De tous les quartiers, c'est sans doute celui qui est resté le plus authentique dans le Beyrouth d'aujourd'hui. La population y est toujours majoritairement arménienne. J'ai rendez-vous avec une femme très impliquée dans la vie de sa communauté. Elle s'appelle Eylin Kachadourian. Elle est chanteuse et dans ses chansons, elle raconte en arménien les drames de son peuple. C'est là où tout a commencé, où a commencé tout le commerce arménien, si tu veux. D'accord. Parce que les Arméniens, ils sont très connus pour être des artisans. Ils travaillent la joaillerie, la maroquinerie. Et quand tu veux acheter, je sais pas, des bijoux ou un truc, eh ben, la première chose que tu fais, c'est que tu viens ici. Le quartier a été créé dans les années 1915, parce que c'est quand les Arméniens ils sont venus ici après le génocide, ils ont atterri ici. Ouais. Mes grands-parents me racontaient, au fait c'était des bidonvilles, après bon, ils ont construit un étage, après tu vois, tu gagnes un peu mieux ta vie, tu construis un 2e étage. Ouais. Alors voilà, on est là. Ça, c'est une des premières maisons de Bourj Hamoud. Et ça, c'était les terrains qu'on octroyait aux Arméniens quand ils arrivaient ici, c'est ça? C'était ça, cette dimension. Oh, c'est incroyable cet endroit. Mais c'est fantastique que ce soit encore debout. Oui. J'espère qu'ils vont le conserver, dis donc. Ah ben j'espère bien, j'espère qu'il n'y aura pas une tour bientôt ici. Ben oui. Ça m'a dit ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. C'était une ancienne maison, ça, non? Kenbet Adim, Haïda. C'est ça, hein? Regarde les carrelages au sol. C'est une activité importante, les ateliers de couture dans le quartier arménien? Oui, dans Bourj Hamoud, spécialement. Oui. Et c'est un commerce qui marche bien? Mais chez le Hal, Moitié-moitié. Suivant l'état du Liban. C'est vraiment l'état politique, la situation politique du pays. Eh ben, merci pour votre accueil. Merci, Ktir. Au revoir. Bye. Au revoir. Est-ce que toi, t'as vécu dans ce quartier-là? Parce que ta maman y a vécu. J'ai jamais vécu. Et pourquoi? Ma maman a vécu. Eh ben, écoute, quand j'étais jeune, j'avais honte d'être arménienne. Ah bon? Et j'ai bloqué à un moment. Je voulais plus parler l'arménien. Je parlais que français. Tu voulais être quoi alors? Tu voulais être libanaise 100%? Voilà, je voulais être libanaise 100%. Et puis après, quand j'ai quitté le Liban, en fait, c'est là où j'ai vraiment ressenti le besoin de parler cette langue. Et j'ai ressenti cette appartenance d'identité. Et puis c'est très important pour nous de garder cette langue. Parce que tant que si un jour cette langue meurt, notre histoire aussi meurt. À quoi il joue là? Ah ben là, il joue au trick-track. Voilà. Bonjour. Il joue que l'après-midi. C'est leur coin? C'est à partir de 3h. À partir de 3h, 4h de l'après-midi. Et ces messieurs sont arméniens? Oui. Ils ont tous leur magasin ici. Et la communauté arménienne a été bien intégrée au Liban, à Beyrouth? Ah oui, tout à fait. On se mélange de plus en plus. Ah, c'est vrai? Est-ce que c'est bien comme ça? Bien sûr. Vous êtes né ici? Oui, je suis né ici.
Ce sont donc vos parents qui sont venus ici? Oui, ils sont venus ici lors du massacre de 1915. Vous connaissez le massacre des Arméniens, le génocide. C'est à ce moment-là qu'ils ont migré et ils sont venus ici et c'est là que je suis né. C'est des soutchounes. Bye, mais Putain, c'est rigolo ça. Ouais. D'où vient cette passion de garder ces vêtements? En fait, D'où vous vient cette passion des vêtements et de tout garder? C'est moi qui ai tout cousu. Mon fils est styliste. Il a été en France, à Paris, et puis il est revenu. En fait, il dessine le patron et moi je coupe et je couds. C'est vous qui l'avez fait? Bien sûr. Vous avez réalisé toutes les robes? Exactement. Non, je ne savais pas. J'ai 84 ans. Oh, vous faites plus jeune. Vous vous sentez arménienne, libanaise? Je me sens libanaise. Mais arménienne aussi. C'est ça. Libanaise. Libanaise d'Arménie. Bah oui. Vous êtes double. En flânant dans le centre-ville de Beyrouth, je suis tombée sur une boutique un peu particulière. Une véritable caverne d'Ali Baba, tenue par Hoda Baroudi et Maria Hibri, deux designers qui se sont spécialisés dans le recyclage d'objets anciens. Et pour s'approvisionner en antiquités de tout genre, Hoda et Maria ont leur botte secrète, chinée dans le quartier de Basta. Et l'endroit où vous travaillez, On va vous amener maintenant, c'est Basta, là où il y a tous les puces. D'accord. Et c'est notre atelier, notre lieu d'inspiration. C'est les artisans avec lesquels on travaille. Tout est centré là-bas. Génial. Alors ça, c'est vraiment un endroit magnifique. Voilà, moi j'aime cette chaise. Ah, elle t'intéresse cette chaise? Montre-moi cette chaise. Ça, c'est une belle chaise. Ça, c'est possible pour nous. Si le prix est bien, ça, c'est possible. Ouais, Sarah. Elle est à combien? C'est un ensemble de 3 pièces. Quel lot? 1500 $. Et moi j'aime bien cette chaise-là, là, Maria. Elle s'occupe de l'autre fauteuil en attendant, c'est ça? Tu peux lui demander où il trouve tous les objets qu'il chine? Oui, mais Dans les maisons, les vieilles maisons. Comment c'était Basta avant? Il y a 75 ou 80 ans, c'était un marché d'antiquaires. Pas ici, de l'autre côté. Et mon grand-père était déjà antiquaire. Son grand-père a commencé dans ce souk il y a 150 ans. Et ils sont très bons dans ce qu'ils font, et extrêmement doués. Et leurs prix sont très élevés. À plus tard, bye. On te dira demain pour la chaise. Donc en fait, c'était un quartier certainement un petit peu bourgeois parce que les maisons sont magnifiques. Ça, c'est un palais. Oui. Les plus grandes familles de Beyrouth habitaient ici. C'est ça. Ça, c'est un quartier typiquement sunnite. Et même l'accent. L'accent est vraiment très sunnite. Parce que là-dedans, c'est plusieurs boutiques. Ah oui, oui. Ah, tout ça, c'est des propriétaires différents. Bien sûr, mais bien. D'accord. Ici, on appelle ça le hangar. Quand on vient, on dit qu'on va au hangar. Le hangar. Beyrouth, comme vous le savez, a eu son heure de gloire au début des années 70. C'était un carrefour, un lieu très cosmopolite. Et il y avait beaucoup d'expatriés qui vivaient ici. Leurs maisons étaient décorées avec des meubles très modernes. Et puis la guerre a commencé, et tous ces meubles ont fini dans les entrepôts, jusqu'à ce qu'ils ressurgissent dans les années 90. Pourquoi on l'appelle le château? On l'appelle entre nous le palazzo. Parce que ça peut venir chaque jour au matin au boulot, c'est triste. Quand on se dit, on se parle le matin, on se dit, on se retrouve au palazzo, ça devient plus glamour. Ah, c'est sûr. Oui, et on a l'impression qu'on est deux princesses en montant ces escaliers. Et autour, là, dans le quartier, c'était que des maisons comme ça? C'était l'un des quartiers les plus beaux de tout Beyrouth. Wow. C'était là où il y avait les plus belles maisons et les plus belles villas.
Voici le palazzo. Votre palais, le cher. C'est notre palais. Oui, il est bien délabré, votre palais. Hein. Oui, il est délabré. Qu'est-ce qui se passe dedans alors? Plein de choses intéressantes et mystérieuses en plus. C'est dans cette superbe pièce que sont fabriquées la plupart de nos créations Bokja. Quelle histoire! Shall we say that this Est-ce qu'on peut dire que ce palais est une source d'inspiration pour toi? Oui, de plusieurs façons. On l'a utilisé pour raconter notre histoire. Il fait partie de Bokja. Notre marque, Bokja, reflète Beyrouth, comme ce palais qui est chargé d'histoire. Tu viens souvent avec tes clients ici? Oh non, en fait. Oh, plus de lumière. Ah, ça c'est Beyrouth. Au centre de Beyrouth, on trouve un quartier particulier. Un quartier qui est en fait un camp de réfugiés. Installé depuis 1948, date de la première vague d'exode des Palestiniens, le camp de Shatila est un quartier à part. C'est ici qu'en 1982, plus de 800 Palestiniens ont trouvé la mort dans ce qui est resté dans les mémoires comme le massacre de Sabra et Shatila. Des Palestiniens au Liban, il y en a 400 000 qui vivent dans des camps de réfugiés comme celui-ci, devenu une véritable ville dans la ville. J'ai rendez-vous avec Madeleine Taha. Elle est pédopsychiatre et s'occupe des enfants du camp. C'est un quartier très insalubre, si tu veux, au niveau... parce qu'il s'est construit de façon un peu anarchique, donc il n'y a pas le nécessaire pour avoir des, je sais pas, les sanitaires, les conduits d'eau, d'électricité. Souvent, on a des... Ben, tu vois, il y a des fils électriques qui pendouillent un peu partout, les conduits d'eau juste à côté. Et en fait, dans notre travail, on voit souvent des accidents ménagers à cause de cette façon de construire anarchique. En hiver, par exemple, souvent quand il pleut, les enfants ne vont pas à l'école parce que les maisons sont inondées. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, on est comme dans une petite Palestine? Comment tu dirais, toi? Plus maintenant. Plus maintenant? Plus maintenant. Au départ, c'était comme une petite Palestine. La démographie a changé, c'est-à-dire que ce n'est plus tellement une petite Palestine parce que la population est devenue mélangée avec des Libanais, des Irakiens, des Syriens, d'autres nationalités, des gens sans papier. Le terrain, pour qu'on comprenne bien, il est grand comment? À peu près, je dirais 1 km sur 1 km. Ouais, c'est ça. 1 km carré avec combien? 18 000? 18 000, je dirais. 18 000 personnes qui vivent sur 1 km carré. Voilà. Alors ici, c'est l'association avec laquelle je travaille, qui s'appelle Beit Atfal Soumout. Tu peux voir son logo. Qui veut dire la maison des enfants de la résistance. D'accord. Jamila, qui est responsable du centre. Donc je vais te faire connaissance avec Jamila. Voilà. Hi Jamila. Hi. Il est Alfega Emmanuel. Tfadali. Vas-y. Ok, voilà. Donc Jamila, la responsable du centre. Ça va? Ça va bien. Ouais. Salam alaikum. J'ai commencé à travailler dans le centre, à Shatila, après les massacres de Sabra et Shatila. À l'époque, les conditions étaient très difficiles. Les enfants vivaient chez des proches, des voisins, on leur faisait à manger, ils avaient besoin de tout. On les accueillait ici et on faisait comme à la maison pour leur changer les idées, pour leur donner un peu de joie à une époque très triste. On les emmenait se balader. Notre priorité, ça a toujours été l'enfant, parce que ce sont les enfants qui souffrent le plus de la guerre. Pendant la guerre des camps, je t'avouerai que tous les jours, chaque matin, je me disais que ça serait mon dernier jour. Ça, c'est un beau village palestinien? Oui, ils se sont imaginés le printemps en Palestine.
Nous avons plusieurs activités, des cours de musique, de danse. On fait aussi des activités manuelles, des jeux. En été, chaque centre organise pendant 15 jours des activités. Et à la fin, les enfants doivent montrer aux autres ce qu'ils ont appris. Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer de la musique? Pour moi, le luth est un symbole de mon arabité, un instrument avec lequel je peux m'exprimer. Et la musique, c'est un médicament. Ça peut soigner psychologiquement. C'est comme un remède. La musique, c'est comme une solution pour nous. Tu expliques que des enfants qui sont nés ici, de parents qui sont nés ici, avec parfois des grands-parents qui sont nés ici, sont toujours dans l'idée d'un retour au pays. Quand un enfant palestinien vit dans un camp de réfugiés, dans des conditions aussi difficiles, dès qu'il naît, il a conscience qu'il est un réfugié. Est-ce que Shatila a un futur? Comment tu le vois? Un futur? Il n'y a pas de futur. Tu vois bien le camp, la précarité de sa construction, les conditions de vie. Nous, par exemple, si on veut agrandir notre centre, avoir un endroit plus grand, on ne peut pas. Et puis il n'y a pas de place, c'est pas possible. Il n'y a pas d'espoir dans ce camp. Le camp ne peut pas changer. Mais par contre, ses habitants, eux, le peuvent. Quand on survole Beyrouth avant d'atterrir, la première chose qu'on voit, ce sont les gratte-ciel qui grignotent la vieille ville, dans un contraste frappant entre le vieux Beyrouth et le moderne. Ici, la reconstruction se fait dans l'anarchie la plus totale, et l'un de ces quartiers en pleine mutation sauvage s'appelle Saint-Michel. C'est l'un des rares quartiers où l'on trouve encore des vieilles maisons typiquement libanaises. Je retrouve Médéa Azouri. Elle est éditorialiste au journal francophone L'Orient le Jour. Elle m'a donné rendez-vous dans une petite ruelle bien cachée. Alors des petits coins comme ça dans Beyrouth, il y en a plein ou pas? Il y en a encore. Il y a plein de petites ruelles et c'est toujours au bout d'escaliers ou derrière une porte cachée. Et c'est pas habité, ça se voit. Mais là, c'est quoi le quartier? C'était un quartier un peu bourgeois parce que les maisons sont assez belles quand même. Avant la guerre, si tu veux, c'était plutôt la classe moyenne bourgeoise qui vivait là. Et tu sais que Beyrouth ressemblait plutôt à ça? Oui. Tu as des strates qui sont confessionnelles. Donc, tu as des quartiers où tu habites en fonction de ta confession. Là, on est à Mal Mkhaïl, c'est un mélange. Tu as des Arméniens et des chrétiens, des Libanais chrétiens. Et puis, tu as des secteurs où il y a tout le monde qui vivent, c'est-à-dire musulmans et chrétiens. Et tu as également des strates qui sont sociales. Alors, this way, allez. Par là. Alors ici, ils ont tout cassé. Ouais. Ça fait mal au cœur, c'est les petites maisons qu'on a vues tout à l'heure, en fait. C'est en train de commencer à beaucoup détruire dans le quartier parce que c'est comme les prix montent, donc et les prix augmentent. Alors là, tu as Giorgio, qui fait partie de l'association Beyrouth Héritage, pour sauver les bâtisses. Il en a sauvé quoi, une centaine? Oui, un peu plus. Avec l'association. Ouais. Comment tu fais pour te battre du haut de tes 20 ans, là, pour... C'est les médias qui nous aident, il faut dire. Donc, on fait un peu pression, du lobbying. On force un peu le débat à exister, un débat sur l'héritage, sur l'importance des vieilles maisons de Beyrouth. Et pas seulement des maisons, aussi des gens qui habitent dedans.
disons, il y a quoi, une douzaine de familles qui ont dû quitter Beyrouth après cette démolition. C'est pas seulement des pierres qui disparaissent, c'est des gens aussi. En fait, le problème, ce qui pousse vraiment les gens à démolir ici, c'est la différence entre le potentiel de construction, c'est-à-dire le coefficient d'exploitation des terrains, et la réalité. Donc, je disais, Médéa, que en fait, la plupart des bâtisses font 4 ou 5 étages. Oui. Mais la loi te permet de construire 12, 15, 19 étages. Donc, le problème pour les propriétaires, c'est que je pourrais exploiter mon terrain et faire beaucoup plus d'argent en construisant plus haut. L'État s'y oppose pas. Absolument. Et même l'État, la municipalité, il faut dire, pas l'État en général, mais la municipalité de Beyrouth encourage ces projets-là. Alors, est-ce que c'est pas un combat C'est pas une cause perdue. En fait, c'est que je dis qu'on a au moins pu donner du sursis à cette ville. On a pu dire aux gens que c'est en danger, ça va disparaître. Levez la tête, regardez ce qu'il y a autour de vous. Peut-être qu'il est temps de faire quelque chose. Alors, tu me parlais de ce quartier comme d'un quartier bobo. Je vois pas trop où sont les bobos ici. Ici, tu as un garage, un bar, branchouille, un garage, un resto branché, un garage, une galerie. Voilà, c'est ce qui fait que c'est bobo. Voilà. Et voilà, Karim. Bonjour. On dirait que tu as ouvert dans un garage, non? Tout à fait, oui. C'est un vieux garage, ça? C'est un garage, oui. Tu as des contacts avec les garagistes? Oui, je les connais bien, c'est tout, je les connais très bien. Moi, je connais ce quartier à cause des garagistes, donc je réparais ma voiture dans le quartier, donc c'est comme ça que j'ai trouvé le local. Mais bon, petit à petit, je pense que ça va changer. Une fois que tous les garagistes seront partis, toute l'identité du quartier va changer. Mais bon, on n'y peut rien, on peut rien. C'est l'évolution, je pense, naturelle des choses. Mais toi qui visiblement es un amoureux des objets de style ancien, hein, ça veut dire que tu as le goût des belles choses d'autrefois. T'es pas choqué de voir que ce quartier, on le détruit comme ça à grands coups de bulldozer? Parce que c'est ce qui se passe quand même là. Hein. C'est ce qui se passe, oui. Souvent, on me dit c'est ta faute et tout. Qu'est-ce que je peux pas. Ah, parfois on t'accuse d'avoir changé le quartier. Comme ça, on dit, finalement, c'est la promotion immobilière, le prix du terrain à Beyrouth. Donc, quand le prix du terrain au centre-ville a triplé, quand Achafi est saturé, forcément, la ville s'étend dans ses petites banlieues et cette promotion va suivre. Vous savez, le Liban, on ne peut pas faire des projets à très long terme. C'est très instable, donc on se lance dans des choses, on va finir très vite. Et ça fait qu'il y a de la surenchère, les loyers augmentent. Et je ne pense pas que c'est très très bien, le Liban. L'âme de Mme Khaïl, c'est ça. Un garage, une galerie. Bonjour. Qui va? Bonjour. قد صار لك هون؟ 35 سنة. 35 ans. 35 ans qu'il est là? Ouais. Et ça, c'est à vous? المحل لك أو أجار؟ هيدا ملكي وعنده إيجار كمان تحت. Ça, c'est sa propriété. Peut-être qu'un jour, on va vous l'acheter, hein? On va vous proposer beaucoup d'argent. في ناس عرضوا عليك يشتروه. ما بينباع هيدا لأنه ما بينباع لأنه هيدا الملكي هيدا ما بينباع. Il ne le vendra pas. Il ne vendra pas. هيك بدنا. ما تبيع. ما فيني بيع لأنه هيدا حياتي يعني. C'est sa vie. Il ne vendra jamais. Ils ont tout cassé là-bas et là, ils ne casseront pas. Ils casseront les pas. propriétaires là, au premier étage. إذا حد بده يشتري بيقدر يشتري؟ اللي غير معروف في مستاجر في مستاجر. اوكي. أنا عندك ملك. اوكي. فوق في ملك. اوكي. بس غيره كلها مستاجرين. Ok, il n'y a que des locataires et il y a 2 propriétaires dans l'immeuble, dont lui. Mais il vendrait. Ah oui, il vendrait. Pourquoi il veut vendre? Il irait retrouver ses enfants qui habitent plus le Liban. Le fils. Le fils, il est aux États-Unis. Ouais. Moi, je crains que si je reviens dans 2-3 ans, tout ça, ça n'existe plus. Hein. Il y a des gens qui font en sorte que non, des irréductibles béroutins qui refusent que leur vie soit totalement dénaturée. Demain, je pars à la découverte de la gastronomie libanaise. J'apprendrai à faire le plat national, le kébé. Puis je verrai comment on fabrique la bière 961, qui porte le nom de l'indicatif téléphonique du Liban. J'irai sur la corniche, goûter la cuisine de rue de Beyrouth.
Je me lancerai dans la confection d'une manouché, le petit déjeuner favori des Libanais. Et enfin, je ne manquerai pas de goûter aux 1001 pâtisseries de la meilleure table de la ville. Bon appétit et à demain!